Bonjour, avec la mode des nanos, on a beaucoup d'objets qui ont été créés dans les labos, des capteurs, des couches minces, et on se rend compte que beaucoup de ces objets ne sont pas sortis des labos. Et pourtant, on en aurait beaucoup d'usages. Alors, un de ces bassins d'usage, c'est la ville. Alors, ce que je vais vous expliquer, c'est les méthodes, les procédés qu'on met en place pour aider à sortir ces nanotechnologies, en particulier les nanocapteurs, des labos pour les amener, pour leur permettre une application dans le domaine de la ville. Alors, vous avez peut-être vu déjà cette image quelque part. C'est une carte qui représente les décès prématurés liés à la qualité de l'air dans le monde. Aujourd'hui, en 2014, on a plus de la moitié de la population mondiale qui est urbanisée. Et on sait que l'urbanisation massive a des impacts sur l'environnement et sur les personnes. Le chiffre que vous connaissez peut-être, c'est 350 000 morts par an prématurés liés à la qualité de l'air. Alors, ce qui est étonnant, c'est que si on superpose cette carte-là et cette carte-là, on trouve beaucoup de points comparables en Europe, aux États-Unis, en Chine. Cette carte-là, c'est la carte des téléphones portables dans le monde. Du nombre d'objets de téléphones portables dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux cartes, elles se superposent assez bien sur une grande partie de la planète. Est-ce qu'on pourrait utiliser la révolution numérique, les 7 milliards de téléphones portables dans le monde, les 20 milliards de dollars d'objets connectés dans le monde, pour rendre nos villes plus respectueuses de l'environnement? C'est ça la question. Alors, on donne un nom à cette révolution numérique, c'est l'Internet des objets, les objets connectés. Et une des pistes qui est proposée, c'est pas de créer un Internet des objets, mais un Internet des capteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous imaginez, vous savez, on a des stations Vélib partout dans Paris. Et on a des Vélib qui se baladent partout dans Paris. Est-ce que chaque Vélib, chaque station Vélib pourrait être un objet qui mesure la ville? Alors là, à ce stade, on se dit, mais à quoi ça sert? La question, c'est d'être capable de mesurer la ville à proximité des personnes. Cette carte-là, vous voyez, le nombre de points, là, c'est toutes les stations Vélib. C'est 100 fois plus que le nombre de stations de qualité de l'air que vous avez aujourd'hui dans Paris. À quoi ça va servir? Pourquoi on voudrait avoir des informations plus denses? Eh bien, c'est pour être capable de prendre des décisions qui sont liées à nous, et qui ne sont pas des décisions globales, mais qui sont liées à nous. L'exemple que j'aime beaucoup donner là, sur ce sujet-là, c'est vous allez faire votre jogging un jour où il y a de la pollution dans Paris. Est-ce que vous pourriez choisir votre itinéraire pour être moins exposé à la pollution? Aujourd'hui, on ne sait pas faire. Si on a des informations aussi proches des personnes, vraiment dans toutes les rues, on est capable de choisir, il faut passer à tel endroit ou pas à tel endroit. Ça, c'est des applications mobiles pour la qualité de l'air qui existent déjà, qui sont déjà commercialisées. Vous avez votre téléphone portable et vous avez accès à des capteurs. Vous pouvez regarder ces informations de capteurs. Alors, je vous ai donné un exemple pour le citoyen, pour vous. Un autre exemple, ça peut être des capteurs de qualité de l'eau qui vont vous donner la pollution de l'eau quand elle sort de votre robinet. À quoi ça sert? Par exemple, de savoir combien de temps il faut la faire couler pour éviter de boire du plomb. Enfin, des choses du quotidien. C'est aussi des choses qui concernent l'aménageur de ville ou le gestionnaire de route. Si vous avez moins de nids de poules dans la route, parce que vous êtes capable de détecter les défauts dans la route, vous aurez moins d'encombrement parce que vous aurez moins de personnes qui doivent ralentir quand il y a un problème sur la route. Ou alors, vous serez capable d'optimiser les trajets des véhicules pour limiter la pollution en ville. Donc tout ça, c'est des choses qui en fait, sont capables d'impacter notre quotidien. Alors, au début, je vous dis, on va parler de nanotechnologie. Que viennent faire les nanotechnologies dans cette discussion? Alors, en particulier, je vais vous parler des nanocapteurs. Alors, les nanocapteurs, c'est des capteurs, c'est-à-dire des objets qui sont capables de sentir leur environnement, qui intègrent des nanomatériaux. Alors, premier argument, c'est qu'on sait qu'on peut produire ces nanocapteurs à bas coût et que ces nanocapteurs sont compacts. Le bas coût, c'est parce qu'on a besoin de concerner toute la ville. On veut augmenter la densité de capteurs, donc on veut être capable d'en mettre beaucoup. La compacité, c'est parce que si on en met beaucoup, on ne veut pas les voir partout. L'exemple, c'est aujourd'hui une station qualité de l'air et météo dans Paris. C'est des mètres cubes. C'est des milliers d'euros. Ça, c'est 1 centimètre
Un peu plus, hein, bon, c'est 5 par 2 là, dans cette version-là. Et c'est 1 à 2 euros. Vous voyez les changements d'échelle complète. Des aspects qui sont liés à ce que Thierry a décrit tout à l'heure. Vous voyez, ça, c'est des exemples de matériaux avec lesquels on travaille. Vous voyez la complexité de cette matière? Quand on a une matière extrêmement complexe, avec énormément de surface à l'intérieur, on imagine très bien qu'il y aura beaucoup plus d'interactions avec l'environnement. Donc on aura des objets qui seront plus sensibles. On aura des objets avec lesquels on pourra jouer. On pourra jouer sur la matière pour leur donner des nouvelles fonctionnalités, pour avoir une versatilité, rajouter des fonctions. Et comme on a des objets petits, versatiles et très sensibles, on pourra les assembler. C'est ce qu'on appelle multiplexer les capteurs pour faire, avec un seul objet compact, des mesures très complexes. Alors ça, c'est un rêve. C'est pas un rêve qu'on porte simplement à l'école polytechnique, c'est un rêve assez général sur les nanocapteurs. Qu'est-ce que nous faisons spécifiquement? C'est de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur qui va amener d'un nanomatériau jusqu'à des vraies applications dans la vraie vie qui vont concerner le quotidien de la ville. Ça passe des nanosciences, donc on fabrique et on manipule des nanomatériaux, on en fait des capteurs qu'on fabrique et on montre qu'ils fonctionnent effectivement comme des capteurs. De ces capteurs, on passe à des objets connectés. Ça veut dire des objets qui vont être capables de nous parler, de nous donner leurs informations et qu'on va pouvoir utiliser. On étudie la durée de vie de ces objets pour qu'ils servent vraiment, pour qu'ils soient pertinents pour les applications qu'on considère. Et enfin, on s'interroge, est-ce qu'ils marchent dans l'environnement? Est-ce qu'ils fonctionnent dans l'environnement urbain? Alors tout ça est très abstrait. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples de ce que nous faisons. Je vais commencer par vous parler des nanocapteurs qu'on développe. À quoi est-ce qu'ils vont servir? Alors vous avez une image que j'aime beaucoup parce que c'est la vitrine de Shakespeare & Co. Donc c'est une librairie du quartier latin. Et je l'aime bien parce qu'elle permet d'imaginer où est-ce qu'on pourrait avoir des capteurs dans l'environnement. Où est-ce qu'on va avoir les capteurs dans la ville? Alors, un premier exemple, on s'intéresse à la qualité de l'air au quotidien. Il faut imaginer qu'avec les capteurs qu'on développe, on pourrait avoir des stations de qualité de l'air dans toutes les rues, et puis on pourrait se dire, ah bah oui, bah là je peux aller m'asseoir sur un banc pour lire mon livre, parce que ici la qualité de l'air elle est correcte et que ça va plutôt être agréable. Alors dans ce type d'application, on a développé des capteurs d'humidité en graphène qui pourraient s'insérer dans des stations météo bas coût. Un autre sujet, c'est les matériaux. Que les matériaux qu'on utilise, ce soit les matériaux de nos maisons, les matériaux des ponts, les matériaux des routes, durent plus longtemps et aient des bonnes performances énergétiques. Par exemple, vous voulez que votre maison elle soit énergétiquement performante. Pour ça, il ne faut pas qu'il y ait d'humidité dans les murs. Donc vous avez besoin de connaître les matériaux à cœur. Alors pour ça, on travaille sur des capteurs de déformation à nanotubes de carbone qu'on sait produire en série pour permettre leur utilisation à terme. Et ça, ces capteurs, on va les mettre directement au cœur des matériaux pour suivre l'état des matériaux. Ces mêmes capteurs, on les a utilisés pour une autre application. Je vous parlais de versatilité, ça c'est un exemple. C'est-à-dire qu'on a la même architecture de capteurs peut servir pour la déformation et pour des questions de qualité de l'eau. Et ces capteurs de pH à nanotube, c'est des capteurs donc du pH de l'eau qu'on va utiliser à la fois pour le suivi de l'eau d'évacuation et la qualité de l'eau potable. Et enfin, dernier exemple, on travaille sur ce qu'on appelle un sandwich d'asphalte, c'est-à-dire des nanoparticules qui sont enchâssées entre des couches d'asphalte. Ça, c'est un brevet qui date de l'année dernière. Et ça, cet objet-là, on a montré qu'il pouvait servir pour le suivi du trafic routier, pour un capteur de force pour la route. Alors, ça, c'est un résumé de ce qu'on fait. En fait, il y a un gros chemin à faire du nanomatériau jusqu'à ce type d'application. En fait, ce chemin, il va du nanomatériau à l'objet connecté. La première chose, c'est de construire des objets simples à partir d'une matière qui est très complexe. Ça, c'est une couche de nanotubes de carbone. Vous voyez ce plat de spaghetti, l'échelle, le diamètre de cet objet, c'est quelques nanomètres. Sa longueur, c'est quelques micromètres, pour vous donner un ordre de grandeur. De cet objet, de cette matière qui est très complexe, on fait des objets simples. Simples, c'est-à-dire que vous avez deux contacts sur un bout de plastique.
ça n'a l'air de rien. C'est quelque chose qui... Ça n'a pas l'air d'être une matière complexe. Et pourtant, c'est une matière complexe. Il y a énormément de travail sur la mise en forme des matériaux, des nanomatériaux que nous utilisons. Le problème, c'est que cet objet, il ne parle pas. Comme ça, il ne sert à rien. Il sert à quelque chose quand on est capable de lui faire transmettre ces informations à l'utilisateur. Donc nous avons des travaux pour passer de notre capteur jusqu'à un lecteur. Un lecteur. Donc là, c'est le cas du capteur qui est connecté, ce qu'on appelle en RFID, Radio Frequency Identification. C'est le principe des tags que vous avez sur les livres à la FNAC qui donnent qui sont capables de donner leur numéro, plein d'infos autour du capteur. C'est très intéressant parce que c'est des choses qui sont vraiment pas chères du tout. C'est des fractions, c'est des centimes, voire des fractions de centimes, le coût de ce type de solution. Donc ce que nous faisons, on connecte nos capteurs à des systèmes RFID qui vont être très bas coût, donc nos capteurs bas coût, des systèmes de lecture bas coût, pour que les gens puissent accéder aux informations et que le système global soit bas coût. Bas coût, ça veut dire accessible à terme au grand public. Alors, là vous allez me dire, je vous dis, ok, vous avez résolu les problèmes, vous avez de la matière complexe, vous arrivez à faire des systèmes qui vont communiquer, donc il n'y a plus de problème. En fait, si vous regardez, si vous cherchez sur Internet, les sociétés qui commercialisent effectivement des nanocapteurs, la liste, je pense que la liste tient sur les doigts d'une main en France, et même si vous étendez aux États-Unis, ça tient peut-être sur les doigts de deux mains, mais je ne vais pas m'avancer, vous restez peut-être sur une seule main. En fait, on a énormément parlé des nanocapteurs, et aujourd'hui, on voit assez peu de sociétés qui vont les commercialiser. En fait, le problème, il est le suivant. Un capteur que vous allez mettre dans un réseau d'eau, il doit tenir 1 an, voire 2 ans, parce que sinon, vous ne pouvez pas envoyer une équipe de maintenance tous les 2 mois pour surveiller l'objet. Ça, c'est un réseau d'eau, c'est des conditions extrêmement compliquées, vous avez de l'humidité, vous avez de l'H2S qui est extrêmement agressif, ça, c'est des problèmes majeurs. Dans une route, si vous mettez un capteur dans le revêtement de la route, votre capteur doit tenir 5 ans. Parce que 5 ans, c'est à peu près les périodes de renouvellement de la chaussée, de la couche de roulement. Si vous allez sur un pont, vous devez tenir 50 ans. Donc vous voyez, c'est des problèmes majeurs pour des technologies qui sont finalement nouvelles, donc qui n'ont pas pu être validées pendant des dizaines d'années. Et donc la question de fond, c'est nanocapteurs, oui, quelle fiabilité? Pour répondre à cette question, on a développé à l'école un projet qui s'appelle Platine. C'est une plateforme pour la fiabilité des nanocapteurs. C'est une plateforme qui permet de mettre des nanocapteurs sous des sollicitations complexes qui vont rapprocher celles de la ville pour être capable d'évaluer la durée de vie et de comprendre les mécanismes de vieillissement. Évaluer, on en a besoin pour les applications. Comprendre, on en a besoin pour mieux faire. Alors là, c'est par exemple des exemples de cyclage, d'un cyclage d'un capteur de déformation à nanotube. Donc on voit que les cycles sont répétables. Ça, c'est des informations importantes pour ensuite aller vers les applications. Alors, ce qui se passe, c'est que les nanocapteurs, ils sont très sensibles. Ils sont aussi sensibles à des choses dont on ne veut pas qu'ils soient sensibles. Si vous avez un capteur de déformation, on n'a pas forcément envie qu'ils sentent la température au quotidien. Vous voulez qu'ils sentent la déformation. Donc, il faut être capable d'évaluer les sensibilités à des facteurs perturbateurs. Ici, c'est la température, pour être capable de corriger ces effets-là, qui sont systématiques. Sur tous les capteurs, vous aurez une sensibilité à la température. Dernier point, vous voulez comprendre. Alors, par exemple, vous voulez éviter que, ça c'est une couche de carbone, vous voulez éviter que votre couche de carbone, sous l'effet des sollicitations du milieu, elle se déchire. Parce que vous pouvez imaginer que la fonction de votre capteur, elle va en souffrir. Une fois que vous avez compris ça, est-ce que vous avez résolu tous les problèmes? Non, il y a un problème qu'on n'imagine pas forcément, c'est le problème du déploiement. C'est-à-dire que mettre un capteur dans le milieu urbain, ça pose des problèmes compliqués de mise en œuvre. Je vais juste vous donner une illustration. On travaille sur des nanocapteurs qu'on va mettre dans le ciment. Alors, vous avez le petit patch que je vous montrais tout à l'heure, cette chose très simple. En fait, si vous voulez le noyer dans le ciment, vous allez devoir le mettre dans un boîtier. Ensuite, ce boîtier, vous allez devoir le mettre dans du silicone, et puis ça ne ressemble pas du tout à ce que vous aviez au début. Et pourtant, c'est indispensable pour que votre capteur y survive. Ensuite, votre capteur, vous n'allez pas le couler, le jeter directement dans la bétonnière. En tout cas, aujourd'hui, on ne sait pas le jeter dans la bétonnière. En fait, on a fait une armature pour le tenir en place, le capteur.
Donc voilà, ça c'est tous les capteurs, ils sont accrochés à leur câble et ils sont maintenus en place. Et puis ensuite, vous faites venir des ouvriers, mais vous ne faites pas venir un ouvrier lambda qui va balancer son ciment sur les capteurs. Vous avez quand même quelqu'un qui va prendre soin de protéger les capteurs. Donc ça, c'est des problèmes concrets du quotidien qu'on se pose quand on veut déployer des nanocapteurs. Et des problèmes qu'il faut résoudre. Est-ce qu'on peut simplifier ces packaging? Est-ce qu'on pourrait jeter les capteurs dans l'environnement pour ne pas avoir à les placer? Est-ce que les capteurs pourraient résister à un placement violent, on va dire? Ça, c'est des questions qu'on se pose dans le cadre d'un Equipex qui s'appelle Sensity, qui trouve sa réalisation dans ce qu'on appelle une ville communicante. Donc les capteurs que je vous ai montrés, ils sont sous cette maison, ils sont dans la dalle d'une de ces maisons. Et donc on peut récupérer leurs informations en temps réel sur Internet pour voir comment ils interagissent avec le milieu urbain. Alors, pourquoi ça, c'est important de le faire? C'est important de le faire parce que quand vous évaluez votre capteur en labo, vous voyez, vous avez des jolies courbes. Vous avez cette courbe, c'est bien linéaire, c'est fort sympathique. Quand vous confrontez votre capteur au milieu urbain, en plus des problèmes de déploiement qui sont des vrais problèmes du quotidien, vous avez des courbes qui sont beaucoup plus complexes que celles du laboratoire, parce que l'environnement urbain est beaucoup plus complexe que la réalité du laboratoire. Là, c'est les réponses de 4 capteurs différents, ces capteurs-là qu'on a noyés sous le béton. Vous voyez, il y a encore du travail pour aller du capteur jusqu'à la compréhension de ce type de courbe. Là, par exemple, vous voyez ce grand pic, c'est peut-être bien le RER qu'on mesure, qu'on n'a pas du tout envie de mesurer, mais pourtant qu'on voit. Et donc, il faut être capable de se décorréler de ces effets. C'est pour ça qu'on travaille avec les gens qui font des big data pour être capable d'exploiter ces données réelles par des techniques de fouille de données pour, à partir d'objets complexes, on a fait des objets simples et puis être capable d'exploiter dans des situations réelles ces objets simples. Je vais m'arrêter là sur ces sujets en simplement concluant sur nos activités. C'est qu'on essaye de fournir des capteurs, mais aussi les moyens de les amener du labo jusqu'à des applications réelles. Ce sont des sujets qui demandent une énorme pluridisciplinarité, parce que vous voyez, on va des nanomatériaux jusqu'à des problèmes qui sont des problèmes finalement d'aménagement urbain, d'architecture, d'urbanisme, aussi des problèmes numériques, big data. Et on essaye de maîtriser la chaîne de valeur qui va de la recherche fondamentale au transfert technologique. C'est-à-dire qu'on a des actions à la fois de recherche fondamentale et de maturation des brevets. Et sur des thématiques qui sont importantes. Et je vais en profiter pour remercier nos sponsors et nos financeurs, ainsi que tous les collègues qui sont impliqués dans cette action. Et tous ces sponsors montrent que ce sont des sujets qui intéressent les institutions aujourd'hui. Merci. Merci bien.